Le 9 janvier, le pays s'est figé comme frappé d'une rafale. En moins d'une journée, les aveux filmés ont circulé de téléphone en téléphone, transformant le soupçon en certitude brûlante. L'argent, les trajets secrets, les visages de la trahison. Ibrahim Traoré, immobile à la tribune, a-t-il vraiment tenu le contrôle ou l'histoire le rattrape-t-elle? Une clameur basse traverse Ouagadou, rapide et lourde. La rue réclame la vérité, mais les autorités se retrouvent prises au piège de la méfiance. Ce qui semblait une simple rumeur se transforme en un feu qui consume l'ordre établi. Ibrahim Traoré pourra-t-il maintenir l'équilibre fragile ou l'événement le dépassera-t-il? Le 9 janvier, alors que la scène se déployait sur les écrans de télévision, la question qui se posait n'était pas simplement de savoir qui était responsable, mais comment la nation pourrait-elle se redresser après un tel choc? Les aveux, filmés et diffusés sur la télévision nationale, ont déclenché un déluge d'émotions et d'interrogations. Ibrahim Traoré, resté calme face à l'énormité des révélations, savait que sa gestion de cette crise déterminerait l'avenir de son pouvoir et celui du Burkina Faso. En effet, le véritable enjeu était bien plus profond. Il s'agissait de la confiance que le peuple accorderait encore aux autorités. Si les preuves restaient floues, la révolte serait inévitable. Mais si le gouvernement réussissait à offrir transparence et justice, il pourrait peut-être regagner une partie de la confiance perdue. Ce fut là le pari risqué que Ibrahim Traoré allait devoir relever. À peine quelques heures après que les aveux aient été rendus publics, les rues de Ouagadou étaient en effervescence. Des jeunes, jusque-là relativement calmes, se sont rassemblés, brandissant des pancartes et scandant des slogans contre ce qu'ils appelaient la trahison du pouvoir. Les autorités, quant à elles, tentaient de maîtriser les dégâts, mais la confiance était en déclin. Ibrahim Traoré, qui jusque-là n'avait fait aucune déclaration publique, semblait avoir pris du recul, laissant à ses conseillers le soin de gérer la situation. Cependant, l'opinion publique commençait à se faire une idée précise de la gravité de la situation. Le nom d'Abidjan, évoqué dans les aveux, apportait une nouvelle dimension à l'affaire. Il ne s'agissait plus seulement d'une question interne, mais d'un possible complot international. Ce n'était plus simplement une question de trahison, c'était une lutte pour la légitimité et la survie politique. Dans un contexte déjà tendu en Afrique de l'Ouest, chaque révélation semblait faire écho à d'autres événements récents dans la région, notamment les relations difficiles entre le Burkina Faso et ses voisins. Le monde extérieur observait avec attention la manière dont le gouvernement burkinabé allait gérer la crise. Pour beaucoup, la crédibilité d'Ibrahim Traoré serait mise à l'épreuve. Un faux pas pourrait entraîner des conséquences dramatiques, non seulement pour son leadership, mais aussi pour la stabilité du pays. Il n'était plus question de sauver sa réputation personnelle, mais de sauvegarder l'intégrité de l'État. Au cœur de cette tempête, Ibrahim Traoré apparaissait comme l'un des seuls piliers capables de maintenir un semblant d'ordre. Son calme face à la pression, contrastant avec la colère qui montait dans les rues, semblait être la dernière chose qui retenait l'implosion du pays. Après la diffusion des aveux, il se rendit à l'état-major pour une réunion cruciale. De là, il comprit que ce n'était pas seulement une affaire de complot politique, mais une crise existentielle pour le Burkina Faso. Une crise qui remettait en question la légitimité même du gouvernement. Ibrahim Traoré savait que le pays avait besoin de certitudes, de preuves tangibles et d'actes concrets pour ne pas sombrer dans l'anarchie. Mais la difficulté résidait dans le fait que ces preuves étaient des rares, souvent floues, et que la vérité semblait se cacher derrière des discours officiels. Le peuple, bien qu'il se fût mobilisé pour demander justice, avait des attentes immenses. Chaque faux pas de l'autorité risquait de la condamner à l'échec. Cependant, Traoré avait une vision claire de ce qu'il fallait faire, offrir transparence et fermeté, tout en évitant de tomber dans l'excès de violence.
Le temps était compté. Sa première décision fut de tenir une conférence de presse pour exposer les premiers résultats des enquêtes. Les jours suivants furent dits marqués par une accélération rapide des événements. Le 10 janvier, les premières arrestations furent effectuées, principalement des intermédiaires qui avaient joué un rôle dans la circulation de l'argent, suspecté d'être utilisé pour manipuler des militaires et des responsables politiques. Cependant, la rue, à la fois vigilante et en colère, attendait des réponses plus claires. Le gouvernement se retrouvait dans une position délicate. Si la situation était mal gérée, il risquait de perdre définitivement le contrôle de la situation. Mais si les actions entreprises pour contrer cette crise étaient jugées insuffisantes, le peuple pourrait perdre toute confiance en la capacité de son gouvernement à protéger ses intérêts. C'est dans ce contexte que les autorités décidèrent de publier un rapport préliminaire sur les arrestations et les enquêtes en cours. Le rapport révéla que les fonds circulaient entre plusieurs pays et que certains éléments de l'armée étaient impliqués. Le nom d'Abidjan, mentionné précédemment, refit surface. Cela semblait indiquer une implication de pays voisins dans ce complot présumé. La pression s'intensifiait, d'autant plus que l'opinion publique se divisait. Les plus jeunes, les étudiants et les militants exigeaient des réponses immédiates. Le gouvernement tenta de calmer la situation en multipliant les déclarations publiques. Mais les faits semblaient ne plus pouvoir être dissimulés. Dans une tentative de contrer la tension, Ibrahim Traoré choisit de s'adresser directement à la population. Lors de son intervention télévisée, il parla avec une clarté déconcertante, mais ses mots ne rassurèrent même pas entièrement la population. Le contraste entre la fermeté de ses propos et la colère palpable dans les rues de Ouagadougou laissait présager des jours difficiles. Malgré tout, Ibrahim Traoré savait que la seule façon de regagner la confiance du peuple était de ne pas céder à la panique, mais de renforcer la transparence des enquêtes et d'éviter toute tentation autoritaire. Les preuves continuèrent d'être rassemblées et présentées. Une série de transferts financiers suspects entre Abidjan, Ouagadougou et d'autres régions du Sahel furent mis à jour. Le gouvernement annonça la saisie de plusieurs millions de francs CFA et l'interception de documents importants prouvant l'existence d'un réseau transfrontalier impliqué dans des activités de corruption et de manipulation politique. Ces preuves, bien que convaincantes, laissaient encore des zones d'ombre, notamment en ce qui concerne les personnes impliquées dans ces transactions. Les autorités affirmaient que des arrestations supplémentaires étaient à prévoir, mais pour le peuple cela semblait insuffisant. Les chiffres étaient impressionnants, mais la véritable question demeurait: jusqu'où irait cette enquête et qui en sortirait réellement responsable? Le gouvernement chercha à rassurer la population en annonçant que des enquêtes indépendantes seraient menées par des acteurs extérieurs au système burkinabé. Cependant, cette démarche semblait être perçue par beaucoup comme une tentative d'éviter l'isolement politique en raison des soupçons croissants sur l'intégrité du pouvoir en place. Les discussions autour des chiffres et des enquêtes créaient un climat de méfiance généralisée. Le débat autour de la crise politique au Burkina Faso se divisait en deux camps. D'un côté, ceux qui soutenaient la transparence radicale d'Ibrahim Traoré et croyaient en la nécessité de lutter contre la corruption et l'impunité, peu importe les sacrifices. Ces défenseurs affirmaient que la seule voie pour le pays était de faire face à la vérité, même si elle était douloureuse. Ils soulignaient que la confiance du peuple pouvait seulement être regagnée si le gouvernement montrait sa capacité à faire tomber les responsables de manière équitable. Les chiffres et les preuves accumulées, bien qu'incomplets, étaient présentés comme un premier pas essentiel vers une véritable justice. Pour ce camp, la force d'un gouvernement réside dans sa capacité à se remettre en question et à agir dans l'intérêt général, même face à une opposition acerbe.
De l'autre côté, certains critiques mettaient en garde contre un excès de transparence qu'ils considéraient comme une tactique pour renforcer l'autorité d'Ibrahim Traoré au détriment des libertés individuelles. Ils argumentaient que la rapidité avec laquelle les arrestations et les révélations avaient été faites montrait un gouvernement en quête de contrôle total. En exposant publiquement chaque détail, le régime risquait de créer une atmosphère de peur et de méfiance, où même les simples soupçons deviendraient que des accusations. L'isolement politique que subissait déjà le pays, dû à ses choix militaires en Afrique de l'Ouest, ne faisait qu'aggraver cette situation. Pour ce camp, une plus grande prudence aurait été nécessaire, évitant de déclencher une dynamique de répression qui pourrait se retourner contre le gouvernement. Mais Ibrahim Traoré, conscient des enjeux, savait que son pouvoir dépendait non seulement de la gestion de la crise immédiate, mais aussi de la manière dont il pourrait réconcilier ces deux points de vue opposés. C'est quand de ses choix allaient déterminer s'il pouvait construire un avenir où le pays se redresserait sur la base de la transparence et de la justice, ou s'il sombrerait dans un autoritarisme sous couvert de maintenir l'ordre. Au milieu de cette tempête, un tournant décisif s'est produit. Ibrahim Traoré, après une période d'incertitude, a pris une décision audacieuse qui allait redéfinir la crise. Il annonça la création d'une commission indépendante, composée de personnalités nationales et internationales, pour examiner de manière approfondie les événements du 9 janvier et les mois qui suivirent. Ce geste, loin d'apaiser immédiatement la rue, a suscité un débat féroce. Était-ce un signe de faiblesse ou un véritable engagement vers la transparence? Ce moment marqua un changement dans la perception du pouvoir par le peuple burkinabé. Ce n'était plus seulement une question de répression ou de communication contrôlée, mais de chercher une forme de vérité partagée. Dans les quartiers populaires, la réaction fut partagée. Certains y virent un pas en avant vers la justice, tandis que d'autres doutaient de l'impartialité d'une commission qui pourrait être perçue comme trop proche du pouvoir en place. Pourtant, l'annonce de la commission fut aussi un message fort envoyé aux alliés internationaux, qu'ils soient diplomatiques ou militaires, montrant que le gouvernement burkinabé cherchait à regagner sa légitimité sur la scène mondiale. Ce fut un point tournant dans une histoire où chaque mouvement comptait. La mise en place de la commission indépendante créa un élan de discussion, aussi bien dans les cercles politiques que parmi les citoyens ordinaires. L'impact immédiat se fit sentir dans les rues de Ouagadougou où les manifestants, d'abord réticents à toute forme de compromis, commencèrent à se diviser. Certains saluaient l'initiative, estimant qu'il s'agissait d'un geste nécessaire pour restaurer la confiance, tandis que d'autres la qualifiaient de manœuvre politique destinée à apaiser la communauté internationale sans offrir de réelles garanties de changement. En parallèle, les conséquences économiques de la crise commencèrent à se faire sentir. Les marchés locaux, particulièrement ceux dans les régions proches des frontières, ont connu une diminution drastique des échanges commerciaux. Le commerce avec les pays voisins, déjà fragilisé par la situation politique, s'est réduit de 12% en moins de 2 semaines. Les importations en provenance de pays comme la Côte d'Ivoire et le Togo furent particulièrement affectées, et des pénuries commencent à se faire sentir dans les supermarchés. Ce ralentissement économique affecta particulièrement les petites entreprises et les familles les plus vulnérables, augmentant la pression sur le gouvernement. Sur le plan diplomatique, la situation se compliquait également. Alors que certains partenaires africains, comme le Mali et le Niger, continuaient à soutenir ouvertement le gouvernement burkinabé, d'autres nations, particulièrement en Occident, exprimaient de plus en plus de préoccupations. L'isolement diplomatique semblait s'accentuer, ce qui constituait un défi supplémentaire pour Ibrahim Traoré. Ses appels à une réconciliation nationale et à une
transparence totale étaient perçus comme des gestes positifs, mais les observateurs internationaux restaient sceptiques quant à leur véritable portée. La situation devenait donc de plus en plus complexe, entre la nécessité d'assurer la stabilité interne du pays, de répondre aux exigences du peuple et de gérer les conséquences sur le plan international. Ibrahim Traoré devait jouer un rôle délicat. Pour maintenir la stabilité, il devait réussir à convaincre les différents acteurs, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur du pays, que la transition du Burkina Faso vers un avenir plus transparent et moins corrompu était possible. Dans les mois qui suivirent, plusieurs scénarios furent envisagés pour le Burkina Faso. D'abord, imaginons un scénario de base qui envisage une stabilité relative, avec la création de la commission et les efforts pour apaiser la situation intérieure. Il était probable que le pays connaisse une période de consolidation. Le gouvernement continuerait à mettre en place des réformes économiques et politiques, mais sous une tension constante. Ibrahim Traoré resterait à la tête du pays, bien que sous une surveillance accrue. Ses relations avec les pays voisins seraient marquées par des tentatives de maintenir des alliances tout en naviguant dans une mer de scepticisme international. Dans ce scénario, les tensions internes persisteraient, mais le Burkina Faso parviendrait à maintenir une forme d'équilibre. Ensuite, on peut imaginer un scénario optimiste, porté par l'espoir que la crise engendrerait une forme de renaissance pour le pays. Si les réformes de transparence étaient perçues comme réussies, et si les relations avec les voisins comme le Mali et le Niger se renforçaient, le Burkina Faso pourrait se positionner comme un acteur clé dans la région du Sahel. La lutte contre le terrorisme pourrait être renforcée et les investissements étrangers pourraient revenir à un rythme soutenu, surtout dans les secteurs miniers. Mais ce scénario dépendait largement de la capacité d'Ibrahim Traoré à apaiser les tensions internes et à créer un consensus national. Enfin, il faut aussi envisager un scénario pessimiste, celui d'un recul majeur pour le pays. L'isolement diplomatique pourrait se creuser davantage et l'économie pourrait s'effondrer sous le poids des sanctions et de la récession. L'incapacité à rétablir la confiance avec la population entraînerait un effritement du pouvoir de Traoré. La société burkinabé, déjà sous pression, pourrait sombrer dans une crise de légitimité encore plus profonde, rendant difficile toute reconstruction. Dans ce scénario, l'instabilité politique et économique pourrait devenir la norme. Le Burkina Faso, tout comme son président Ibrahim Traoré, se trouve à un moment décisif. La rue, secouée par les révélations et les arrestations, cherche des réponses, mais aussi un symbole d'espoir. Dans les quartiers populaires, les discussions ne portent plus uniquement sur les accusations, mais sur la manière dont la population peut contribuer à la reconstruction du pays. Les jeunes, qui ont d'abord contesté le pouvoir, sont maintenant à un tournant. Doivent-ils continuer à se battre pour un changement radical ou doivent-ils se rallier à une vision de réconciliation nationale? Le pays traverse une période où la participation citoyenne est plus que jamais essentielle. Les réactions populaires, bien qu'hétérogènes, et pointent toutes dans une direction commune, la nécessité de reconstruire une société plus juste. Cela ne sera pas facile. Le peuple burkinabé a été profondément marqué par des années d'instabilité et de méfiance, mais ce moment de crise pourrait aussi être une opportunité pour renforcer les liens communautaires. Le soutien au président Traoré ne viendra pas uniquement des politiques, mais de chaque individu qui choisit de s'engager dans ce processus difficile. Le Burkina Faso, dans sa diversité, doit se réinventer. Cela commencera par un engagement commun. Le défi est de redonner au pays sa dignité et sa force. Ibrahim Traoré, bien qu'au centre de cette transformation,
ne pourra réussir sans un soutien profond et sincère de la part de tous les citoyens. Chacun, à son échelle, a un rôle à jouer. C'est dans cette prise de conscience collective que réside la clé du redressement du pays. Pour sortir de la crise actuelle, plusieurs étapes doivent être franchies avec une attention minutieuse et une action décisive. Pour commencer, la première étape consiste à renforcer la transparence en continuant d'éclairer les enquêtes en cours et en publiant des rapports détaillés sur les progrès réalisés. Cela doit être accompagné d'une collaboration étroite avec les acteurs internationaux, qui serviront de garant pour la crédibilité du processus. Le gouvernement doit mettre en place un mécanisme de vérification indépendante afin d'assurer que les réformes sont mises en œuvre de manière équitable et sans interférence politique. Ensuite, la deuxième étape est de restaurer la confiance de la population, en particulier des jeunes. Cela nécessite un programme national de réconciliation, axé sur l'inclusion et la participation civique. Des espaces de dialogue entre les autorités et les citoyens doivent être créés où les préoccupations de la rue peuvent être entendues et prises en compte. Les initiatives de justice transitionnelle doivent aussi être mises en place pour traiter les injustices passées et offrir une réparation symbolique à ceux qui en ont souffert. Enfin, la troisième étape est de stabiliser l'économie, en particulier par le biais de réformes structurelles dans les secteurs clés comme l'agriculture et les infrastructures. L'État devra renforcer la coopération régionale, notamment avec les pays du Sahel, pour relancer les échanges commerciaux et maintenir la sécurité dans la région. Enfin, il est essentiel d'investir dans l'éducation et la formation des jeunes pour les doter des compétences nécessaires à la construction d'un avenir solide et prospère pour le Burkina Faso. Au cœur de cette crise, Ibrahim Traoré a su incarner la force tranquille d'un homme déterminé à relever un défi colossal. Ses gestes, souvent plus éloquents que ses paroles, ont été interprétés comme un signe de respect envers la souffrance du peuple burkinabé. Dans ces silences, il y avait une promesse, celle de ne pas céder à la panique, mais de porter le fardeau de la nation avec dignité. Pour beaucoup, ce fut une leçon de résilience. Les jeunes de Ouagadou, autrefois porteurs de la colère, commencèrent à percevoir cette retenue comme un signe de leadership véritable. Ce n'était pas la ferveur d'un discours qui ferait avancer les choses, mais l'engagement silencieux et méthodique à reconstruire un pays brisé. Les familles, les commerçants, les étudiants, tous ceux qui attendirent des réponses, commencèrent à voir dans le calme de leur président un symbole d'espoir. Et c'est là que résidait la véritable force, dans la capacité de Traoré à donner au pays une chance de se relever, de se reconstruire, pièce par pièce, dans le respect des valeurs fondamentales de justice et de vérité. Le Burkina Faso, dans toute sa diversité, se trouve à un carrefour décisif. Les défis sont immenses, mais l'opportunité de construire un avenir plus juste et qui est plus transparent est à portée de main. Chacun, à sa manière, peut jouer un rôle dans ce processus de reconstruction. Que vous soyez citoyen engagé, jeune entrepreneur ou responsable politique, la question est simple. Que pouvez-vous apporter à ce processus de transformation? L'avenir du Burkina Faso ne dépend pas uniquement des décisions prises dans les bureaux du gouvernement, mais des actions quotidiennes de chaque individu. Le pays a besoin de chacun de nous pour bâtir un avenir fondé sur la vérité, la transparence et la solidarité. Le chemin sera long, mais il commence par un seul pas. Le moment est venu de choisir de quel côté de l'histoire vous souhaitez être. Rejoignez le mouvement pour un Burkina Faso plus fort, plus uni et plus juste.